Je pense qu'on va commencer tout doucement. Et je vous dis bonjour à toutes et tous. Alors on est le vendredi 24 septembre 2021 et il est 17h03. J'espère que vous allez bien. Vous avez bien dormi, que vous êtes en forme, content de vos choix. On a choisi ce master. Bienvenue donc à l'Université libre de Bruxelles et bienvenue dans ce cours d'introduction aux droits de l'enfant. Alors ce cours d'introduction aux droits de l'enfant, c'est une unité d'enseignement qui constitue une ouverture, une mise à niveau, voire une remise à niveau pour certains, à propos des grandes questions qui touchent les enfants en général, la place des enfants dans notre société et les droits de l'enfant. Donc ce cours, comme vous en êtes peut-être rendu compte en analysant les horaires, il se décompose en divers chapitres et ces chapitres vont vous être dispensés durant 15 jours, 3 semaines. Je pense que le dernier cours c'est le 7 octobre, tout dans le genre de mémoire. Donc, en tout cas, on les a prévus les 3 premières semaines de votre master. Et donc, ils vous sont dispensés par toute une série de spécialistes, d'experts, d'enseignants, spécialistes, chacun dans leur branche. Et tous ces cours seront enregistrés. C'est pour ça que nous avons à chaque fois la présence de Thomas Castel et diffusés grâce à la ministre Linard sur notre peut-être future fameuse chaîne YouTube. Donc je ne dois pas faire influenceur ici dans ce cours, même si ça me fait un peu bizarre d'avoir ce cours enregistré. Un chapitre de ce cours d'introduction sera consacré à la famille et l'aide à la jeunesse. Et ce chapitre est en charge de Géraldine Mathieu. Donc Géraldine Mathieu est professeure à l'Université de Namur. Et je pense qu'il y a 6 heures qui seront consacrées à cette thématique et 2 samedis matins sont prévus. Je pense que déjà samedi, demain, il y aura un cours. Un chapitre va porter sur les droits économiques, sociaux et culturels de l'enfant. Il sera dispensé par Jacques Firenze, professeur émérite, philosophe, juriste à l'Université de Namur. Un chapitre sera consacré aux droits civils et politiques de l'enfant, en charge de Thierry Moreau. Ce sera jeudi prochain, je pense de mémoire, de 16h à 18h. Ensuite, un autre chapitre intitulé « L'enfant dans l'immigration ». Il sera en charge de Sylvie Saroléa, une grande spécialiste en Belgique des questions migratoires et des mineurs étrangers non accompagnés, comme on les appelle chez nous. Ensuite, un chapitre de 6 heures sera enseigné par Benoît Van Kersbilk au sujet de enfants éducation, enfants enseignement. Enfin, le chapitre que j'inaugure aujourd'hui porte sur l'enfant, le mineur, face à la justice. Et je partage ce cours avec Thierry Moreau. Parce que la semaine prochaine, jeudi, donc il y aura 2 cours consacrés aux droits civils et politiques par Thierry Moreau et 3 heures de cours sur la justice des mineurs qu'on vous donnera ensemble, puisque moi je ne suis pas juriste, donc je ne connais pas les mécanismes, donc on va faire ça ensemble de manière interactive. On a l'habitude de donner ce cours ensemble, puisque ce cours on le donne depuis 15-20 ans dans le cadre du certificat interuniversitaire pour les droits de l'enfant qui est dispensé à l'Université catholique de Louvain. Voilà un peu pour le programme du cours. Donc aujourd'hui, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte que dans le programme, il était prévu une séance avec Madame Klein. Donc il était prévu une séance d'accueil avec Madame Klein. Donc les personnes qui ont un cursus à l'ULB connaissent peut-être Madame Klein, qui est une personne dans l'administration facultaire qui s'occupe des horaires, des locaux, des horaires d'examen. Donc il était prévu qu'elle vienne pendant 1 heure vous donner un petit cours sur comment fonctionne l'ULB, les interfaces, l'université virtuelle, comment on s'inscrit pour les unités optionnelles de cours, etc. Mais elle est fort malade. Elle m'a appelé hier dans le fond de son lit. J'ai dit écoute, c'est pas grave, je vais commencer mon cours plus tôt, à 17h.
et tu viendras le 1er octobre. Donc il y a encore un cours le 1er octobre avec moi, et ce cours vous sera donné le 1er octobre. Enfin, cette séance d'accueil pour Madame Klein vous sera donnée le 1er octobre. Je ne me suis pas présenté, donc désolé, je m'appelle Dominique Defrane, je suis docteur en criminologie, je suis chercheur et professeur à temps plein ici à l'Université libre de Bruxelles depuis 22 ans. Et je m'occupe essentiellement de matières criminologiques, mais qui ont trait à la jeunesse. Et donc je suis président, je dirige l'école des sciences criminologiques ici à l'ULB. Et mes centres d'intérêt, mes centres de recherche, c'est les formes de réaction sociale aux délinquants juvéniles des jeunes, les comportements de délinquants juvéniles. Je travaille aussi beaucoup sur des questions de médias, stupéfiants, l'usage de stupéfiants. Vous voulez laisser la porte entrouverte parce que c'est une obligation pour les règles sanitaires. Dankeschön. Je vous ai dit, bon, la consommation de stupéfiants chez les jeunes, les questions de médias, les questions de genre, et tout ce qui touche les déviances et la réaction sociale aux déviances chez les mineurs. Et ici, dans le cadre de ce master de spécialisation, donc, je vous donnerai un cours complet au 2e quadrimestre qui s'intitule Sociologie des enfants, qui va aborder la sociologie des enfants à travers le prisme des inégalités sociales, comment sont traitées les inégalités sociales, comment sont traitées les déviances des enfants. Et ce cours-là, il aura des moments avec des éclairages juridiques par Thierry Moreau, quoi. Il viendra pour que vous ayez un éclairage pluridisciplinaire. Alors pour ce cours d'introduction, je suis le premier à m'y lancer. Donc, quid de l'organisation, de la logistique, du contrat pédagogique pour ces trentaines d'heures de cours. Donc il y a un mnémonique et une page dans l'université virtuelle qui n'a pas encore été activée, mais qui va l'être à partir de la semaine prochaine. J'ai demandé aux enseignants qui donnent ce cours de me donner la table des matières de leur partie de cours. Comme ça, je vais essayer de recomposer à partir des sections sur l'université virtuelle et que vous ayez un suivi du cours. Et chacun des profs a accès à l'université virtuelle et viendra déposer lui-même les supports divers et variés dont il va se servir pour donner le cours. Et en même temps, chacune des séances est enregistrée. L'évaluation. Pour l'évaluation, vous allez me dire comment on va faire l'évaluation, étant donné qu'il y a différentes matières, différents professeurs. Ben, pour l'instant, la direction que nous prenons, on doit encore avoir une réunion mardi, une réunion définitive mardi, les différents professeurs qui vous donnent ce cours d'introduction. La direction qu'on va prendre, c'est un travail écrit individuel. Donc c'est un travail personnel, un travail écrit individuel à réaliser sur une thématique de votre choix, mais qui touche le droit de l'enfant et qui a été abordé dans le cadre de ce cours d'introduction au droit de l'enfant. C'est-à-dire que c'est assez large. On doit encore préciser ensemble les modalités précises concernant ce travail, mais la proposition autour de laquelle on avait un consensus, les différents profs, c'est celle-là, quoi. Donc il n'y aura pas d'examen, ni QCM, ni écrit, ni oral. C'est un travail que vous allez devoir nous remettre avant ou pendant la session d'examen. C'est ça les modalités pratiques, on vous les donnera et ce sera le jury qui fera les corrections en fonction des spécialités des différents profs et de la thématique que vous allez choisir. Et bon voilà, on est à l'université dans le cadre d'un master, donc ce que vous allez devoir faire, c'est produire un écrit scientifique d'un certain nombre de pages, qui ne sera pas énorme, et donc un écrit qui respecte les principes de base de l'écrit scientifique et que vous commencez à bien manier à l'heure actuelle, puisque la plupart d'entre vous, vous disposez déjà d'un master. Et en gros, ce sera l'approfondissement d'une thématique vue dans un des cours que vous allez devoir opérer en maniant diverses sources, que ce soit des sources de droit ou des sources de doctrine, comme vous dites en droit, ou des articles scientifiques
psychologique, sociologique, historique, que sais-je, puisque c'est un cours d'interdisciplinarité. Donc c'est aussi l'occasion de vous essayer autre chose que votre discipline mère, je veux dire, celle que vous avez choisie à la base. Mais moi, si vous êtes, je sais pas, vous avez fait une science politique ou droit avant et que vous voulez continuer, parce que c'est ça votre grand plaisir, rien ne vous empêche de présenter un travail là où vous avez la plus grande force. Ça, je vous ai dit. Madame Klein, je vous ai dit. Donc, Madame Klein, elle viendra donc le 1er octobre. Et le 1er octobre, pendant la première heure de cours, donc elle vous parlera des modalités pratiques, de toute une série de questions administratives. Et vous pourrez lui poser ces questions, les questions si vous avez des blocages ou si vous êtes inscrite mais que vous n'avez pas encore de login ou que sais-je. Parce que moi, je ne peux pas vous répondre à ces questions. Elle était prête à venir, mais ça n'a pas pu se faire. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à présent? Oui. Par rapport au cours qu'on peut faire valoriser sur mon ULB, donc sur l'espace personnel, le cours de droit de l'enfance n'y figure pas étant donné qu'il n'est pas dispensé cette année. Comment on peut le faire valoriser? Ah oui, mais non, mais c'est pas grave, c'est que vous pouvez introduire une demande de valorisation de crédit et vous l'introduisez exclusivement sur un oui, mais vous le faites. C'est informatisé. Non, mais vous expliquez ça à ses collègues, dont j'ai oublié le nom, qui s'occupent de ce master. Oui, qui est ses collègues? C'est quand vous tapez sur approche interdisciplinaire en droit de l'enfant, sur la page ULP, il y a le nom d'un secrétaire qui s'occupe et vous lui expliquez votre souci. Non, je sais que Nathalie Massager l'a donné l'année dernière et qu'elle me donne pas aujourd'hui. Si des personnes sont intéressées, elle m'a d'ailleurs donné tous les enregistrements de son cours. Si vous voulez approfondir une thématique autour des questions que traite Nathalie Massager, bon, voilà, c'est possible de les obtenir. Est-ce que vous avez d'autres questions? Vous allez peut-être encore me croiser si vous choisissez deux des enseignements que je dispense, l'un en criminologie et l'autre en bac, il y a plusieurs facs. Un cours qui s'appelle Délinquance juvénile au pluriel. Le premier cours, ce sera la semaine prochaine, mardi, de 8 à 10. Et puis il y a également un autre cours qui s'appelle Politique et pratique de traitement de la délinquance juvénile, qui est un cours à option en MA2 criminaux et qui porte, comme son nom l'indique, sur les politiques publiques et les pratiques judiciaires et éducatives de traitement de délinquance juvénile, essentiellement ici en Belgique. Voilà pour tout ce qui est. Oui. Pour le TFE, oui. C'est peut-être Mme Klein qui peut répondre. On doit chercher quelqu'un dans la thématique sur laquelle on veut travailler, ou bien quelqu'un... Je vais vous expliquer. Donc on a clôturé la semaine dernière le règlement de TFE pour ce master. Il est fait. On est en train d'en faire une dernière lecture. Et mardi, lors de la réunion, on va l'approuver. On va le mettre sur le site de la faculté. Et on explique comment approcher un promoteur, effectivement. Ouais. Et c'est les règles traditionnelles en matière de réalisation d'un TFE, de fin d'études en master. Pas beaucoup mis à part le fait qu'on n'a pas de mémoire stage, ni un stage, puisqu'il n'y a pas de stage dedans. C'est essentiellement des mémoires recherche où vous devez... mais effectivement, vous devez approcher un enseignant et développer un projet de recherche, établir une fiche mémoire, une certaine époque dans l'année, et puis poser une mémoire. J'ai plus les dates en tête, rien, mais ça c'est fait, quoi. Et on a un calendrier précis déjà avec toutes les dates, et je vous donnerai ça le jour où je serai avec Mme Klein. Parce qu'il sera validé, mais il ne sera pas encore passé à la commission enseignement. Donc c'est sous réserve s'il va encore passer à la commission enseignement ou au jury facultaire. On ne sait pas encore, j'ai fait la demande. Voilà, c'est en route. Est-ce que vous avez encore des questions? Oui. Pour les options, ça se passe comment? Il y a un nombre de places limitées ou... Les cours options? Ouais. Mais ça dépend lesquels, quoi. Mais ça dépend lequel, quoi. En tout cas, pour mon cours politique et pratique de traitement de la délinquance juvénile, il y a des quotas pour les étudiants criminaux. Les inscriptions ont déjà eu lieu. Et ce que j'ai dit à Jennifer Cornet, qui s'occupe de cet aspect-là des choses en faculté,
que je verrai avec elle, mais a priori, il n'y a pas de quota. D'accord. Voilà. Merci. Ouais. Et, pour les cours d'option, justement, comme il a soulevé, les cours qui sont donnés, qui sont dispensés dans d'autres universités, j'ai essayé de regarder l'horaire, par exemple, de Saint-Louis. Oui. Et j'ai vu que les cours d'option de Saint-Louis qui sont dispensés au premier quadrille, parfois c'est à de mêmes heures que les cours. Oui, je sais. On peut rien y faire. Ouais, on peut rien y faire. Vous devez faire des choix. Ouais. On peut pas, c'est une question de coordination, donc c'est impossible de demander à des facultés qui ont des cours de devoir changer leurs heures de cours juste pour notre petit master de spécialisation. Donc ça, c'est toujours des chevauchements, mais parfois même dans la même faculté, vous avez des chevauchements. Donc j'imagine entre des facultés, des universités différentes, c'est impossible. C'est la quadrature du cercle. C'est à vous de voir comment est-ce que les cours sont enregistrés, est-ce qu'il existe des Teams, comment les suivre. Mais je ne peux pas vous donner de... Et puis il y avait, je pense, madame, oui, c'est posé une question, non? J'ai déjà posé. Vous avez déjà posé, ok, d'accord. Mais on peut entrer dans le vif de la matière, alors si vous êtes d'accord. Et sur l'organisation de la journée d'aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de ne pas la faire trop longue. Je vais donner là 1 heure de cours, puis on fera une courte pause de 5 minutes et on peut terminer à 7h moins quart, si ça vous arrange, 18h45. C'est vendredi, tout le monde est déjà un peu fatigué. Et je pense qu'il y a dans les horaires, parfois ça va jusqu'à 21h, mais c'était jusque 20h. Donc il y a eu, Madame Klein n'a pas compté, le fait que ça commence à 17h. Mais voilà. Ça arrange tout le monde. Oui. Première partie de ce cours, les mineurs face à la justice. On va commencer par un cours historique aujourd'hui. Donc on va faire un peu l'histoire de la jeunesse comme catégorie sociale et objet de l'action publique. Et je vais voir avec vous trois grands mouvements historiques qui vont nous permettre de comprendre que l'idée de jeunesse, voire même l'idée d'enfance, n'a pas toujours existé, que c'est construite, on peut la dater historiquement. On va voir ça à travers un ouvrage assez célèbre de Philippe Ariès. Donc Philippe Ariès, un historien qui écrit en 1960. Et Philippe Ariès, il travaille sur le sentiment de l'enfance et sur la vie familiale en France dans l'Ancien Régime. Et il traite des évolutions dans la manière dont les sociétés considèrent l'enfant. Ensuite, deuxième mouvement historique, on va voir que, à travers Ariès aussi, que alors que dans les temps anciens, au Moyen-Âge, l'enfant avait une socialisation qui était ouverte sur le monde, c'est-à-dire que voilà, il était à travers les modalités d'apprentissage, etc., la porte du domicile était ouverte et voilà, il gambadait dans le village ou dans la ville au contact d'autres adultes. Comment on va passer d'une socialisation ouverte sur le monde à un confinement, à une mise en quarantaine dans la famille et aussi dans un dispositif qui est l'école. Et troisième mouvement historique, on va voir comment on passe de l'enfance laborieuse à la jeunesse studieuse. Le statut de l'enfant va passer d'un enfant qui travaille, qui commence à travailler parfois très tôt, et donc l'enfant va progressivement se voir exclu de la sphère de production. Bon, ici en Belgique, avec une loi vraiment importante en 1914, c'est la loi sur l'instruction obligatoire, où tous les enfants entre 6 et 14 ans ont l'obligation de se retrouver dans un endroit bien fixe qu'on appelle l'école. Donc, comment ce modèle va se développer, qu'est-ce qu'il implique. Et puis, si on a le temps, on va commencer une deuxième section de ce chapitre autour de l'émergence d'une justice dite protectionnelle. Donc, comment le concept de justice spécialisée pour les mineurs va apparaître, comme beaucoup d'entre vous le savent, j'imagine, en 1912 avec la première loi de protection de l'enfance. Comment on va enlever l'enfant
de la justice des adultes, de la justice pénale des adultes, et comment on va le traiter avec un juge spécialisé, une justice spécialisée qui fonctionne selon d'autres règles, d'autres standards que les standards qui valent pour les adultes. Donc, on attaque tout doucement donc, avec le premier mouvement, premier mouvement de l'adulte miniature au sentiment de l'enfance. Donc, comme je vous le disais, la jeunesse, c'est pas une catégorie naturelle, c'est une catégorie sociale. Donc, on la voit apparaître dans l'histoire, on voit apparaître ces concepts de jeunesse, d'enfance, d'adolescence. L'adolescence est un concept qui est tout à fait moderne, qui apparaît avec la psychologie dans les années 40, 50, 60, c'est le teenager américain. Des concepts qui émergent et qui n'ont pas toujours existé. Et donc, pour vous montrer que la jeunesse n'a pas toujours existé comme catégorie sociale, pour vous montrer que la jeunesse n'existait pas dans les mentalités de l'Ancien Régime, eh bien, il existe des travaux tout à fait classiques de Philippe Ariès. Donc Philippe Ariès, en 1960, sa thèse de doctorat, Ariès écrit « L'enfant et la vie familiale sous l'Ancien Régime ». Et Ariès, c'est vraiment le premier à proposer une lecture qui est à la fois historique et sociologique de l'apparition de ce qu'il appelle le sentiment de l'enfance dans nos sociétés occidentales. Comment Ariès procède-t-il? Donc il nous montre que au Moyen-Âge, mais bon, le Moyen-Âge c'est une période qui est énorme, c'est quasi 1000 ans le Moyen-Âge. Ariès nous montre qu'au Moyen-Âge, on est enfant jusqu'à l'âge de 7 ans. Ensuite, on devient adulte. Et Ariès nous dit jusqu'au XIXe siècle, l'enfant était considéré, selon une formule bien connue, comme un adulte en miniature. Alors qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que il n'y a pas de sous-culture juvénile, l'enfant porte les mêmes habits que ses parents, l'enfant écoute les mêmes discours religieux que ses parents, l'enfant va au même spectacle que ses parents, il joue au même jeu que ses parents. Contrairement à ce qu'on pense, mais au Moyen-Âge, on jouait beaucoup, quoi. Les adultes jouaient beaucoup au cerceau, tapaient dans des vessies de porc, quand on n'était pas au champ, il y a des périodes où à la fois les adultes et les enfants s'amusaient au même jeu. Donc vous voyez le gap important qu'il y a entre cette époque où on n'a pas le sentiment de l'enfance et aujourd'hui où on est avec des concepts comme l'adolescence, la post-adolescence, l'adolescence aussi. Il y a une extension, des âges de la jeunesse aujourd'hui qui va sans cesse grandissant, avec aussi l'augmentation de l'espérance de vie de nos sociétés, dans nos sociétés occidentales, quoi. Et quelques indicateurs sur le plan du droit. Au-delà de 7 ans, les parents n'étaient plus responsables de leurs enfants, et donc les enfants considéraient qu'ils avaient atteint l'âge de raison. Sur le plan économique, l'enfant il travaillait très tôt. L'enfant travaillait très tôt, vers l'âge de 7 ans. Il participait au processus de production dans les champs, dans les usines, dans les fabriques, dans l'artisanat. Ceci à certaines époques où il y a beaucoup de travail à façon à domicile, et donc les enfants travaillaient sur des métiers à tisser, etc.
au Moyen-Âge, l'enfant devient tout de suite un homme sans passer par l'adolescence. Et aujourd'hui, on est plus détaché, dans nos conceptions de la jeunesse, on est beaucoup plus détaché, beaucoup plus indifférent des phénomènes biologiques. On s'éloigne des phénomènes biologiques. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je m'explique. L'idée d'enfance, en latin, infans, ça veut dire celui qui ne parle pas. L'idée d'enfance, elle est liée à l'idée de dépendance. Et l'infans, celui qui ne parle pas, on ne sort de l'enfance qu'en sortant de la dépendance. Et effectivement, si l'on s'en tient à l'évolution physiologique, biologique de l'être humain, à 7-8 ans, physiquement, on peut produire quelque chose. On peut enfiler des perles au Bangladesh, on peut coudre des ballons de football Nike, ça existe, on le fait avec les petites mains, c'est intéressant d'avoir des petites mains précises, de petites filles, on peut le faire à 7-8 ans. À 12-13 ans, on peut se reproduire. 12-13 ans, on peut se reproduire. Donc, on est attaché à l'évolution biologique, physiologique, et on va progressivement se détacher du biologique. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, Ariès? Ariès, il nous dit que dans la société médiévale, le sentiment de l'enfance n'existait pas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? J'imagine que quand je vous dis ça, ça paraît un peu... Moi aussi. Donc, ça ne signifie pas que les enfants étaient méprisés, négligés. Pour lui, le sentiment, c'est la façon de considérer. C'est la façon de considérer une spécificité de l'enfance. Ariès nous dit qu'il y a peu d'intérêt porté à l'enfant. Il y a peu d'intérêt, dit-il, porté à l'enfant. Et son hypothèse, c'est que les parents, les adultes pouvaient se réfréner dans leur élan de paternité ou de maternité. On pouvait se réfréner dans la tendresse à apporter à un enfant. Pourquoi? Parce que les risques de disparition étaient toujours possibles et probables aux premiers âges. Donc la mortalité infantile était très importante. Les méthodes contraceptives étaient inexistantes ou plutôt inefficaces. Et donc, les enfants venaient au monde aussi facilement et aussi vite qu'ils pouvaient en disparaître. Et donc, Ariès nous dit, au Moyen-Âge, la famille a peu de fonctions affectives. La fonction affective, elle est peut-être plus liée à la communauté. Et encore aujourd'hui, on retrouve pas mal dans des sociétés dites traditionnelles, une grande case au milieu du village où les enfants se retrouvent au milieu du village, éduqués par la communauté, bien souvent par les anciens, par les aïeux, pendant que les mères vont dans les champs, etc. Et il y a une responsabilité de la communauté dans l'encadrement, dans l'éducation des enfants. À la Renaissance, dit-il, à la Renaissance, l'enfant va être davantage valorisé. Il va y avoir une baisse de la fécondité, une baisse de la mortalité, et une apparition de la famille nucléaire. Et Ariès dit, voilà, il y a un premier sentiment de l'enfance qui va apparaître au XVIe siècle. Et ce sentiment de l'enfance, il l'appelle
le mignotage. Le mignotage, c'est considérer que l'enfant est mignon, et c'est s'attendrir face à un enfant, face à la naïveté de l'enfant, c'est s'émouvoir sur le côté pâteau de l'enfant, etc. Premier sentiment de l'enfance, 16e siècle. D'autres sentiments de l'enfance vont se développer et s'ajouter au premier un peu par sédimentation. Entre le XVIIe et le XIXe siècle, on retrouve deux autres sentiments de l'enfance qui vont inspirer toute l'éducation jusqu'à nos jours. Ces deux sentiments sont le souci moral et, d'autre part, le souci d'hygiène et de santé physique. Alors, ces sentiments particuliers dans le rapport aux enfants se développent tout d'abord dans la bourgeoisie, et puis ils vont se développer dans les catégories, disons, populaires. Ces soucis existent toujours aujourd'hui. Ce sont des rapports, des sentiments à l'enfance qui inspirent les politiques éducatives actuelles. Alors, le souci moral. Alors, le souci moral, c'est un sentiment qui apparaît contre le mignotage. On retrouve ça dans toute une série d'ouvrages de moralistes, de religieux, critiquant le mignotage. Il y a une multiplication d'ouvrages qui disent « Il ne faut pas s'accommoder de la légèreté, de la naïveté de l'enfant, c'est l'erreur ancienne. » Il ne faut pas rigoler avec les enfants, il ne faut pas s'amuser, il ne faut pas s'attendrir. C'est l'erreur ancienne. Il faut rectifier cette légèreté pour en faire de bons chrétiens, pour en faire des hommes raisonnables. Et donc il faut gérer préventivement, il faut rectifier les tendances. Et donc ce sentiment est imposé aux familles par les hommes d'église, par les moralistes, et toujours dans un esprit, je dirais, de prophylaxie, de prévention, c'est-à-dire de faire les choses tant qu'il est encore temps, considérant que l'enfant est une cire molle qu'on peut modeler tant qu'il est encore temps. Eh bien, on voit deux autres sentiments qui s'ajoutent au XVIIIe siècle, le souci d'hygiène et de santé physique. Autrement dit, il faut bien les nourrir, vous voyez, quand vous êtes dans des couvents, dans des monastères, etc., les petits-enfants doivent montrer que leurs ongles sont bien propres, se lavent bien les mains, on mange sainement. Alors, d'autres exemples peuvent illustrer l'absence de prise en considération des particularités de l'enfance ou de la jeunesse dans l'histoire. C'est que pendant très longtemps, la justice était rendue de manière identique pour les adultes comme pour les jeunes. On va voir ici qu'il y a une grosse rupture qui va apparaître à l'articulation du 19e et du 20e siècle avec l'émergence d'une protection de l'enfance. Mais d'autres exemples nous montrent qu'il n'y a pas de prise en considération ou très peu des spécificités de l'enfance. C'est le fait que la justice était rendue de manière identique. Et dans l'Ancien Régime connaît très peu les peines privatives de liberté, les prisons. On peut se retrouver en prison en détention préventive, mais ce qui prévaut surtout, c'est les peines corporelles. Et l'enfant,
il subissait également des peines corporelles à partir de 7 ans. Mais des peines corporelles qui étaient un peu atténuées par ce qu'on appelait à l'époque, et ce qu'on a appelé pendant très longtemps, l'excuse de minorité. Comme c'est des mineurs, on flétrit un peu moins les corps. Donc, au lieu d'être pendus, ils se voyaient couper une oreille. Au lieu d'être mutilés, ils se voyaient fouettés. Ça fait penser aux tribunaux de la charia taliban. On a vu un reportage, je ne sais pas si vous l'avez vu récemment, les journalistes ont pu les approcher. On a les sages, les juges qui sont là, et ça peut aller de prononce des peines, justice accélérée, VV prime, quoi. Et ça peut aller de la lapidation ou la main coupée. Bien souvent, c'est des arrangements, des médiations, etc. Mais ça peut aller jusque-là. Et le bourreau est là, quoi. Le bourreau est à côté, prêt à appeler pour qu'on amène le tas de pierre pour lapider, ou bien avec sa hache pour couper, s'il faut couper, quoi. On est encore dans l'idée des peines corporelles, quoi. Et l'idée que les peines corporelles, avec leur exemplarité, peuvent freiner, je dirais, les velléités des futurs candidats délinquants ou déviants. Ça ne fonctionne pas. Hein. Foucault l'explique très bien dans son ouvrage « Surveiller et punir », qui débute par le supplice de Damien. C'est un supplicié qui a égratigné le roi et qui est écartelé et qui souffre dans... Et c'était l'occasion d'avoir une espèce de grand spectacle où le supplicié était au milieu, et beaucoup de spécialistes et de commentateurs racontent que plein de pickpockets qui sont donnés à cœur joie durant les exécutions. Petite anecdote qui vous montre que l'exemplarité de la peine cruelle, inhumaine et dégradante, ça ne marche pas trop sur le plan symbolique. Pour Ariès, l'agent de transformation de la famille, donc c'est la volonté de réussite sociale, d'ascension sociale, voire de reproduction du succès des parents, et tout ça s'inscrit dans un processus, il s'incarne dans un processus d'éducation. Et cette révolution, elle s'accompagne au sein de la famille d'un surinvestissement affectif à l'égard des enfants. Donc, les enfants vont être retirés de la société des adultes, où ils baignaient durant le Moyen-Âge, notamment via l'apprentissage, et désormais, les enfants vont se retrouver confinés dans les familles et dans les écoles, pour les enfants des classes plus aisées à l'époque. Hein. Les écoles qui sont des écoles exclusivement religieuses.
ce qui va retarder de plus en plus le passage à l'âge adulte. Donc, le mouvement débute déjà à l'époque, au XVIIe siècle. Et donc, pour beaucoup, les enfants ne peuvent plus traîner en rue. On assimile ça à du vagabondage. Vous allez me dire, il y en a encore, mais les enfants il y en a encore aujourd'hui des enfants des rues, hein, mais c'est une norme qui s'élabore à l'égard des enfants. Alors, ce que je vous ai tout à l'heure, le lien entre Philippe Ariès et des penseurs critiques, je dirais, post-68, au XXe siècle, hein, dans les années 1960-1970, il y a tout un courant de pensée critique qui va être dirigé contre les institutions, et en particulier contre l'école. Citer notamment les travaux de Pierre Bourdieu, Les héritiers. Pierre Bourdieu nous montre que, contrairement à ses promesses, l'école ne produit pas de démocratisation de la société, ne produit pas d'égalisation des chances, mais elle reproduit les inégalités. C'est les travaux de Michel Foucault à l'encontre de toute une série d'institutions dans nos sociétés. Et ce courant de pensée critique, cette sociologie critique des années 60-70, elle va puiser dans Philippe Ariès des arguments pour montrer qu'une partie des problèmes de la jeunesse du XXe siècle, une partie des problèmes de la jeunesse du XXe siècle qui explosent, hein, et qui apparaissent notamment, qui explosent en mai 68 en France, ou ici aussi à l'Université libre de Bruxelles. Il faut savoir, je ne prends pas le temps de prendre trop de détours, mais les années 50, 60, c'est aussi les années où émerge, pour la première fois dans l'histoire, une culture, des sous-cultures jeunes. C'est-à-dire que les jeunes n'écoutent plus les mêmes musiques que leurs parents, ils n'écoutent plus Tilo Rossi, mais ils écoutent Johnny Hallyday. Donc ils ne s'habillent plus avec des costumes à pinces, mais ils mettent des blue jeans. Ils vont dans des bars et ils dansent le twist autour d'un jukebox en mâchant des chewing-gums. Ça, ils vont au cinéma, regarder des films de James Dean, de Marlon Brando, etc. Donc il y a toute une sous-culture de la jeunesse qui apparaît avec le rock'n'roll, les Beatles, les Stones en Angleterre. Donc, il y a une sous-culture qui apparaît, qui est propre à la jeunesse. C'est la première fois. C'est une sous-culture en rupture, en contestation au monde adulte, au vieux monde des adultes, aux vieilles idées. C'est aussi un truc, aujourd'hui, beaucoup le qualificatif vieux dans le vocabulaire des jeunes est péjoratif, quoi. C'est que tu viens avec ta vieille idée ou bien avec il y a cette rupture avec le monde traditionnel conservateur et l'envie d'autre chose, l'envie d'une autre société. Et dans les années 70 apparaît déjà, je dirais, l'idée d'avoir aussi une société sans voiture, la prise de conscience que les voitures dans les villes, ça pollue, ça rend l'air irrespirable, etc. C'est déjà là, dans les années 70, dans toute une série de pays, surtout en France et en Allemagne, hein, cette pensée-là dans l'esprit des jeunes hippies qui partent dans le Larzac en France, fonder des communautés, etc., avec une pensée écologiste. Ça existe déjà à l'époque et ça s'inscrit un peu dans le même mouvement de contestation. Et donc, des penseurs critiques, des intellectuels critiques vont puiser chez Ariès des arguments pour montrer qu'une partie des problèmes de la jeunesse du XXe siècle viendrait de son confinement, voire de son enfermement dans la famille et dans l'école. Ce qui alimente des frustrations, ce qui alimente une révolte de la jeunesse, quoi. Et dans le mouvement, à cette époque, dans les années 60, 70, on prend conscience aussi des biais, des malheurs de la société de consommation. L'idée de société de consommation, elle est déjà... elle émerge à l'époque, et elle va devenir une société d'hyperconsommation de masse et conduire à la situation dans laquelle
on est aujourd'hui, mais l'extractivisme, le tout à la voiture, la grande fête liée à la puissance des énergies fossiles, pour faire américain, on est dedans à l'époque, et on a déjà des gens qui critiquent et qui se disent bon, il va y avoir des problèmes. Là, je m'éloigne un peu, quoi. Donc, voilà, Ariès regrette un peu, on sent une espèce de nostalgie dans ses écrits, hein. Il regrette un peu les périodes anciennes où il y avait une expérience directe de la vie, au contact incessant des adultes, dans les champs, dans les ateliers. Pour Ariès, c'est donc la scolarisation progressive, le mouvement de scolarisation, l'école obligatoire dont je vais vous parler dans quelques instants, c'est la scolarisation qui va réformer la jeunesse et qui va créer l'adolescence en tant que classe, par son enfermement à l'intérieur des écoles. Et c'est vrai que la scolarisation, l'école, c'est quelque chose d'un peu particulier dans l'histoire de l'humanité, où on va avoir toute une classe d'âge d'un pays se retrouver ensemble dans des lieux, dans des cours de récréation, à la sortie des cours de récréation, à la sortie des écoles, et partager et développer des langages, des codes, des sous-cultures, genre de base, quoi. Vous voyez, c'est et on est toujours dans ces mouvements, là aujourd'hui, qui sont des mouvements très créatifs et qui sont suivis par les adultes et qui sont récupérés par les firmes, les marques, la société industrielle, puisque toutes les modes qui viennent souvent de la rue, qui viennent souvent des jeunes, sont récupérées et recyclées à travers la société capitaliste pour faire de l'argent. Alors, durée de scolarisation et sentiment des adultes va maintenir le jeune plus longtemps, va maintenir la classe d'âge plus longtemps à l'intérieur de l'école, et en même temps va accroître la dépendance économique et morale de la jeunesse à l'égard de la famille. Puisque si vous pouvez aller travailler à l'âge de 12-13 ans, vous pouvez aussi avoir une certaine indépendance financière, ce qui est plus le cas aujourd'hui. Puisqu'un jeune aujourd'hui, sa condition, c'est jusqu'à 18 ans à l'école, possibilité de travailler comme jobiste, mais limité à un certain nombre de jours, etc. Donc il y a des conditions qui font que la jeunesse est en dépendance économique. Donc Ariès nous dit, plutôt que lancer les enfants dans la société, on a pris l'habitude de les protéger, de les soumettre à une quarantaine avant d'entrer dans la vie, en les plaçant dans un monde à part qui est l'école, quoi. Et ce monde à part qui est l'école, il va notamment être dépeint par Michel Foucault, hein, qui prend comme exemple un collège de jésuites et qui nous montre comment les corps des jeunes sont contrôlés, sont maintenus dans un espace quadrillé où il y a un micro-pouvoir qui s'exerce sur les jeunes, qui font que aujourd'hui, toutes et tous, vous avez la même position, assis sur un banc, capable de rester 2 heures à m'écouter, en plus avec un masque. Et donc vos corps sont disciplinés pour pouvoir laisser entrer les paroles du professeur à l'intérieur de vous, quoi. C'est ça aussi, hein, partie des travaux de Michel Foucault ou d'autres par après, quoi. Donc, rapprochement de la thèse d'Ariès et des travaux de Foucault autour de l'idée d'une modernité, une modernité qui correspondrait à une mise à part des enfants. Et donc, l'école correspond, pour Ariès, pour Foucault, à un processus d'enfermement, comme les fous, comme les pauvres, comme les prostituées. Et ce processus d'enfermement, il ne cessera de s'étendre pour les jeunes, puisque aujourd'hui, les jeunes sont captifs de l'école jusqu'à 18 ans. Et donc pour Ariès, comme pour Michel Foucault, la modernité, c'est une entreprise d'oppression. Donc,
il se retrouve un peu dans la description d'une enfance moderne qui est opprimée pour être mieux éduquée, une jeunesse qui est dominée pour être mieux normée. C'est un peu toute la question du biopouvoir ou de la microphysique du pouvoir chez Foucault, quoi, la micropénalité disciplinaire. Savoir, les jeunes sont contrôlés, on contrôle et on sanctionne les retards, on contrôle et on sanctionne la posture corporelle, on numérise et on note tous les comportements sur une échelle bien, mal, très bien, et tout est. Il y a ce mouvement qui s'étend, quoi. Mais ça, je dirais, c'est la vision assez dark de l'école et de la scolarisation. C'est la vision qu'a aussi pour beaucoup un grand intellectuel comme Pierre Bourdieu, que je citais il y a peu. C'est l'idée que l'école reproduit les inégalités sociales, plutôt que de démocratiser. Donc ça, c'est, je dirais, la face sombre de l'école, qui punit, qui enferme, etc. Mais il y a aussi une autre face à l'école, qui est la face de production. On parle de reproduction, mais de production. Pourquoi? L'école permet aussi à certaines exceptions de pouvoir s'élever socialement. Elle permet aussi à certaines sociétés de se développer. Si vous voulez, des auteurs qui disent que le mouvement ouvrier ne se serait jamais développé à ce point s'il n'y avait pas eu une scolarité obligatoire ou l'accès à l'école et à la lecture, et si les ouvriers n'avaient pas pu lire le catéchisme du peuple, ou des choses de ce type-là. C'est à travers la lecture, à travers l'école, que certains parviennent à devenir des transclasses ou des transfuges de classe, comme on dit. Hein. Il y a aussi un côté production de l'école, de sortir des déterminismes qui pèsent sur les gens. Mais il faut dire que globalement, statistiquement, toutes les démonstrations qu'on a fait en sociologie de l'éducation partant des travaux de Bourdieu, c'est que l'école, dans beaucoup de pays, elle ne remplit pas sa fonction de démocratisation de la société et d'égalisation des chances. À savoir, on démarre avec un certain type de jeu de cartes en main, et ce type de jeu de cartes nous aide à grimper mieux, plus loin et plus vite, quoi. Si vous avez la chance d'avoir une maman qui vous berce avec les contes de La Fontaine, etc., qui fait de la lecture depuis tout petit, et chez vous, on parle un français châtié, vous parvenez à bien manipuler la grammaire spontanément, en faisant des belles phrases, quand vous entrez à l'enseignement primaire, vous êtes surentraîné par rapport à quelqu'un dont la mère travaille H24, qui arrive crevé, 3-4 petits frères et sœurs, sait pas trop s'en occuper, et qui est biberonné à la PlayStation. Il y a les travaux, on verra ça dans le cours de sociologie des enfants. Je ne vais pas faire la pub parce que c'est pas une option, mais il va porter sur ces questions-là d'inégalité sociale depuis la maternelle, et je vous raconterai des recherches qui portent sur cet aspect de l'école. Ici, j'ai insisté avec Ariel sur le côté sombre de l'école, mais sachez qu'il y a aussi un côté un peu moins déprimant quand on regarde ce magnifique outil qu'est l'école. Alors, troisième mouvement historique, c'est un mouvement qui passe de l'enfance laborieuse au concept de jeunesse studieuse. C'est un titre que j'ai repris d'un ouvrage de Andrea Rea, d'un papy qu'Andrea Rea, qui est sociologue ici dans notre université. Un papy qu'Andrea Rea avait écrit dans les années, début des années 2000, je pense. Alors, de l'enfance laborieuse à la jeunesse studieuse. Donc, on découvre l'enfance, il y a un sentiment de l'enfance qui apparaît, il y a la prise de conscience d'une spécificité de l'enfance, ça c'est Ariès. Eh bien, cette spécificité, cette prise de conscience, elle va continuer à s'opérer progressivement dans la seconde moitié du 19e siècle, notamment à partir du problème social posé par le travail des enfants. Donc, seconde moitié du 19e siècle, à partir de 1850
et des poussières, on commence à se rendre compte que le travail des enfants, c'est un problème social. Les enfants partagent les mêmes conditions de vie, les mêmes conditions de travail que les adultes. On est en pleine révolution industrielle, le capitalisme sauvage, du laisser-faire. Donc, filles et garçons confondus travaillent dans les mines, dans les industries, dans les ateliers, dans les champs, et on a pas mal de sources et d'auteurs, comme Friedrich Engels. Il y a un film pas mal sorti il y a 2-3 ans sur Friedrich Engels. Engels qui en 1845 écrit un rapport, s'intitule « La situation de la classe ouvrière en Angleterre ». Je pense qu'il parle d'une ville de mémoire de Manchester, une ville où il y a... Vous savez qu'en Angleterre, c'est fait une spécialité des industries du tissage, du tissu, des draps, etc., des vêtements. Ça a inventé des machines, l'automatisation du tissage. Et Engels écrit un rapport, mais c'est hallucinant quand on voit un peu le problème du travail des enfants dans les classes ouvrières, les taux de mortalité. Je vous lis un petit extrait. Engels nous dit dans les mines de charbon ou de fer travaillent des enfants de 4, 5, 7 ans. La majorité toutefois a plus de 8 ans. Ils sont employés à transporter les matériaux extraits du fond de taille, qui est le bout d'un tunnel de la mine, et on utilise leur petite taille pour pouvoir aller vraiment dans le front de taille. Que font les enfants? Ils ouvrent et ils referment aussi des portes coulissantes au passage des travailleurs adultes. Donc ils surveillent des portes et ils sont contraints de rester 12 heures par jour dans l'obscurité, tout seuls, dans un passage étroit la plupart du temps, en attendant qu'un adulte passe avec un chariot, un chargement, et le rôle c'est juste d'ouvrir ou de fermer Donc ils sont dans des lieux humides, sans même avoir le travail suffisant et nécessaire, capable de les protéger de l'ennui, abêtissant et abrutissant, qui naît de l'inaction. Par contre, dit-il, certains sont occupés au travail du charbon et du fer. C'est un travail très dur, parce qu'il faut transporter ces matériaux, les tramer dans des grandes bennes sans roues sur le sol inégal des galeries. Et il dit, pour ce travail fatigant, on prend par conséquent des enfants un peu plus âgés, des jeunes adolescentes. Alors, il dit, la durée du travail habituellement fixée à 11 ou 12 heures de travail, en Écosse, ça peut aller jusqu'à 14 heures de travail. Il n'est pas rare que les enfants, en arrivant chez eux, se jettent sur le carrelage devant le foyer et s'endorment aussitôt. Ils sont incapables de prendre aucune nourriture et que les parents sont obligés de les laver endormis et de les mettre au lit. La conséquence première d'un tel surmenage, dit Friedrich Engels, est que toute force vitale ne sert qu'à l'exercice des muscles, si bien que ceux des bras, des jambes, du dos, des épaules et de la poitrine en particulier, ceux qui sont principalement utilisés en tirant et en poussant la baigne, atteignent un développement anormal, tandis que tout le reste du corps souffre d'un manque de nourriture et se rabougrit, devient rachitique. Donc il continue et nous montre que la puberté est ralentie chez les garçons, chez les filles. Voilà, je ne sais pas si vous avez vu le film consacré à... En fait, c'est un film consacré à Karl Marx. On voit que Marx va en Angleterre et rencontre Friedrich Engels sur l'émergence de la pensée marxiste et communiste, qui parle de cette prise de conscience. Donc on prend conscience que du travail des enfants et des réformateurs comme Engels, comme Proudhon, des politiques qui émergent, des philanthropes, des médecins. Ils sont minoritaires dans la société, mais c'est un mouvement d'idées qui va percer, quoi, et qui accompagne une forme de civilisation des mœurs dans la société industrielle, très progressive. Donc, ils vont s'émouvoir et ils vont réclamer des lois pour réglementer l'âge d'accès au travail et pour réglementer la durée de travail des enfants. Malheureusement, il y a encore du boulot. Quand on regarde à l'échelle de la planète, au hasard, comme ça, en Inde ou au Bangladesh, les enfants, il y a encore
des rapports récemment, des enfants qui travaillent. Et à l'époque, il y a très peu de réglementation, parce que c'est le laisser-faire, hein, c'est le laisser-aller, le laisser-faire, une forme de libéralisme assez ultra, hein, qui n'est pas coincé par des lois, par une social-démocratie. Et le but, c'est de maximiser les profits, quoi. Le but, c'est de maximiser les profits et de dominer la nature, de dominer les femmes, de dominer le corps des enfants, de dominer les ouvriers, et de maximiser les profits. Et cette maximisation des profits, elle doit servir en principe à quoi dans nos sociétés émergentes? Elle doit servir en partie à la redistribution. Il y a toujours l'opposition entre la droite et la gauche. Et le référentiel de position droite-gauche, il est sur ces questions-là. C'est d'une part le libéralisme, le capitalisme, la maximisation des profits, et maximiser les profits, ça va permettre quoi dans la bagarre? Une certaine redistribution. Quelle est la part qu'on va redistribuer? Il y a aujourd'hui, au moment où je parle, une manifestation en Belgique qui traite de cette question-là, de la question de la revalorisation des salaires et du dialogue interprofessionnel qui ne se fait pas. Et les constats des syndicats sont lesquels? Du bilan qu'on tire aujourd'hui, eh bien, il y a une augmentation des dividendes des actionnaires des sociétés, etc. Et il y a très peu d'augmentation des salaires. C'était à 0,4%. Oui. Donc 4. 4%, oui, c'est ça, 4%. Ouais. On corrigera sur la vidéo. Donc, quelques balises légales. Hein. Donc, laisser faire. Et donc, il y a un décret napoléonien de 1813, mais ce décret, il ne fait que fixer à 10 ans l'âge de descente dans les mines. Et de plus, ce décret, il n'est pas respecté du tout. On s'en fout. Première loi, première balise légale importante, c'est 1889. Donc, première loi belge, hein, puisque Belgique existe à l'époque depuis près de 60 ans. Première loi qui va postposer la limite d'entrée dans le monde du travail industriel à 12 ans. Et cette première loi va fixer la durée quotidienne de travail à 12 heures par jour pour des jeunes de 12 à 16 ans. Ce qui veut dire qu'à l'époque, on est adulte, entre guillemets, à 12 ans, en quelque sorte. Pour le monde du travail, on est considéré comme un adulte à 12 ans. Donc, à 12 ans, on peut déjà être une petite bête de somme que l'on utilise pour ses caractéristiques physiques, petite taille dans les veines de charbon, ou petite main habile, comme je vous disais, pour travailler dans la couture. Deuxième balise importante, 19 mai 1914, je vous le disais durant la pause, loi sur l'instruction obligatoire et gratuite. De 6 à 14 ans, l'enfant est scolarisé. Et en même temps, je vous le disais pendant la pause, en même temps, en créant une norme d'assiduité scolaire, en creux, on crée une déviance, la déviance de l'étudiant, du jeune qui devrait se trouver à l'école et qui n'y est pas, c'est le jeune qui fait l'école buissonnière, le jeune qui est déscolarisé, l'absentéiste scolaire. Autre balise juridique, autre balise légale, 26 mai 1914, une semaine plus tard, loi qui interdit le travail des enfants de moins de 14 ans. Et je vous donne encore deux balises, comme ça vous le notez déjà. Le 5 mai 1912, loi de protection de l'enfance. C'est la première loi qui va mettre en scène, qui va créer un tribunal des enfants avec un juge spécialisé, le juge des enfants. Donc, on va extraire les enfants du traitement judiciaire des adultes, du traitement pénal, et les enfants vont être pris en charge par un juge des enfants qui sera accompagné de spécialistes, souvent des bénévoles, qui feront des rapports sur la situation de la famille, de l'enfant, etc. Un juge qui ne prend plus de peine, mais des mesures. On va voir lors du cours prochain avec Thierry Moreau, je reprendrai avec ça quelles sont les grandes caractéristiques
du système protectionnel. Peut-être que si on a le temps aujourd'hui, on pourra déjà peut-être l'entamer. Et enfin, dernière grande balise, c'est 1983, loi sur l'obligation scolaire jusqu'à 18 ans. Donc, vous voyez que la condition de jeune aujourd'hui, c'est le résultat d'un processus progressif d'exclusion de la jeunesse biologique de la sphère de production. Et cette exclusion de la jeunesse biologique de la sphère de production, elle va de pair avec un processus de scolarisation qui va s'étendre tout au long du XXe siècle. Et donc, le modèle dominant de la jeunesse, c'est la jeunesse studieuse, et ce modèle va se dessiner en lieu et place du modèle dominant de l'époque antérieure, qui était le modèle de la jeunesse laborieuse. Le statut de l'enfant, pour la toute grande majorité des enfants, c'était d'aller travailler, de travailler assez rapidement. Donc en quelques générations, vous voyez, il y a un changement qui est assez capital durant le XXe siècle. Et donc pour tous les pays industrialisés, le XXe siècle, c'est le siècle de la constitution d'une classe d'âge particulière, dont la gestion sociale est organisée principalement par un dispositif. Ce dispositif particulier, c'est l'école. Donc c'est l'enseignement de masse obligatoire. Cet enseignement de masse obligatoire est gratuit, donc il est supposé les préparer, les conditionner aux exigences futures du travail. Et pour reprendre ce que je vous disais tout à l'heure, je pense que la vision d'école, on peut la voir sous deux aspects. Cette mission d'école, elle est d'une part de discipliner, de moraliser, un peu la vision de Bourdieu, de Foucault, la vision un peu plus pessimiste de l'école. Hein, donc on discipline, on moralise les enfants pour en faire des citoyens honnêtes, des bons travailleurs. Et ça marche assez bien, quoi. Parce que l'école aussi, elle maintient les gens à leur place. C'est ça, hein, quand on dit l'école reproduit les inégalités sociales, elle fait très peu fonctionner l'ascenseur social. Et ça, c'est mesuré très clairement par toute une série d'enquêtes empiriques que l'on connaît dans les pays de l'OCDE, qui sont les enquêtes PISA, sur lesquelles on reviendra. Oui, c'est les enquêtes PISA, c'est des enquêtes standardisées qu'on fait à épisodes réguliers, sur des échantillons d'élèves, toute une série de pays de l'Organisation de coopération au développement, de l'OCDE. Les enquêtes PISA, en deux mots, elles tentent à mesurer l'effet d'égalisation des chances de l'école en faisant passer des tests à tous les enfants d'une même classe d'âge. Et on peut donc mesurer l'égalité des performances ou les inégalités de performance entre les élèves. Et les systèmes qui sont les plus inégalitaires, on voit, on n'est pas tellement bien placé, la Fédération de Bruxelles, ça va un peu mieux qu'avant, mais donc il y a un gap, une disparité assez importante entre les élèves qui vont dans les bonnes écoles, etc., qui sont bien performants en maths, en français, etc., et un groupe d'élèves qui, eux, sont très peu performants. Et donc, ce gap entre les meilleurs et les moins bons montre bien que l'école ne lisse pas les chances, quoi, puisque montre bien que les cartes qu'on a au départ, elles jouent plus que le rôle de l'école qui est censé rejouer avec les cartes. Vous redonnez les bonnes cartes, quoi, si vous voulez. C'est ça l'égalisation des chances. Hein. C'est raboter les inégalités, les déterminismes liés à la naissance. Donc ça, c'est, je dirais, la vision reproductrice de l'école, qui marche assez bien. D'autre part, l'école, elle vise à démocratiser la société. Et ça, c'est, je dirais, les objectifs déjà des droits de l'homme révolutionnaires, hein, de la Révolution française, de Condorcet, etc. C'est l'idée que
l'idée de démocratisation par l'école, gratuite, obligatoire, elle est fondée sur le postulat implicite qu'en rendant, le postulat selon lequel, en rendant les individus plus instruits, on les rend meilleurs. Je pense que ça aussi, il faut y croire. Donc vous voyez qu'il y a une tension entre production et reproduction. Il y a une tension entre émancipation et aliénation. L'école, ça peut émanciper, mais ça aliène aussi. C'est pas juste. Hein, il y a une tension entre les deux. Mais c'est vrai que personnellement, enfin personnellement, à mon avis, personnellement, on s'en fout, mais statistiquement, il y a beaucoup de travaux, et notamment des travaux récents. L'ouvrage récent de Bernard Lahire, par exemple, qui est une somme énorme, qui est sorti il y a 2 ans, qui s'appelle Enfance de classe, où il fait un travail ethnographique à hauteur d'enfants dans les classes maternelles en France, où on voit que tout est déjà quasiment joué, quoi. Entre des profils, ils prennent une série de profils, et que les choses sont déjà montrent que les mécanismes sont très forts, quoi. Donc, j'insiste ici sur l'importance de l'obligation scolaire, même si on est en train de travailler sur les questions de justice, j'en suis bien conscient, je ne me mets pas inconsciemment à côté de la plaque. L'école est vraiment importante quand on parle des enfants et quand on parle de la justice, on verra au cours prochain. Donc, il faut se rendre compte que cette obligation scolaire va entraîner la soumission de tous les enfants d'une même classe d'âge à certaines obligations. L'enfant et à travers lui sa famille vont, dès cette époque, être saisis dans des règlements, dans des systèmes administratifs qui vont jouer un rôle très important, quoi. Donc on a aussi avec l'école obligatoire une intrusion de l'État dans la famille. On impose quelque chose à la famille. Ce que je vous disais lors de la leçon inaugurale, quand on parlait des violences éducatives ordinaires, est-ce que le droit doit rester à la porte ou est-ce qu'on doit laisser ça joue un rôle important, quoi. Ça joue un rôle important, et on sera tous d'accord ici dans l'auditoire, et on est tous inquiets avec le fait que les talibans n'ont toujours pas autorisé la réintégration des filles dans les écoles, quoi. Pourquoi ? Parce que l'école, ça produit de l'émancipation, parce que l'école, ça empêche de sortir des dominations et de prendre conscience des dominations aussi. Il y a ça, hein, c'est-à-dire, donc, dernier mot sur l'école. Hein. Si on regarde vraiment les choses en élargissant le regard sur une longue période temporelle, schématiquement, on peut observer au fil de l'évolution de nos sociétés un phénomène de transfert de responsabilité à propos de l'éducation des enfants. C'est-à-dire qu'on passe progressivement d'une compétence communautaire, Ariès, bien les sociétés traditionnelles dont je vous ai parlé rapidement tout à l'heure, on passe progressivement d'une compétence de la communauté vers une compétence des parents, et ensuite on passe des parents à l'école. L'école, c'est-à-dire l'État, quoi, la société, quoi. Avec l'émergence de l'État social, de l'État-providence, du welfarisme. Et donc l'école obligatoire, c'est un peu le socle, le référentiel du nouveau processus de gestion des marges et de définition de la normalité pour les jeunes. Donc, c'est normal d'être à l'école, c'est pas normal quand on n'y est pas. Et quand on n'est pas à l'école, on est marginal. Et quand on se retrouve devant un juge de la jeunesse et qu'on a une scolarité chaotique, ou qu'on est en situation d'absentéisme scolaire, vous allez voir, les conséquences, elles sont beaucoup plus dures que si le jeune est à l'école. Pourquoi ? Parce que le juge est extrêmement inquiet. Parce que le jeune ne donne aucune garantie de représentation, je veux dire, hein, déjà. Donc, l'école, c'est quoi ? C'est un système généralisé, c'est un système centralisé d'évaluation de tous les enfants. Tous les enfants sont évalués par l'école, et
Et ce, dès la maternelle. Parce qu'il y a une extension de la scolarisation vers les âges plus importants, vers 18 ans, mais il y a aussi une extension vers les âges moins importants. Je vous ai dit 6 ans tout à l'heure. Et ça joue aussi dans ce sens-là, 4 ans, 3 ans, 2 ans. Et donc, la scolarité, c'est un système général, un système centralisé d'évaluation de tous les enfants. Et la preuve d'adaptation à un modèle conventionnel de société, mais qu'est-ce que c'est le premier critère d'intégration sociale? C'est l'acquisition d'un niveau scolaire. C'est hyper important. C'est l'acquisition d'un diplôme. Et alors, quand vous êtes dans une soirée, etc., mais tiens, qu'est-ce que tu fais? T'étudies quoi? T'as quoi comme... C'est les titres. Mais souvent, le titre est demandé, on met le titre en avant, quoi. Et les premières victimes, du coup, les premières victimes, c'est les personnes c'est les jeunes qui sortent du parcours sans avoir reçu de qualification. Pourquoi? Parce que la répartition des jeunes sur le marché du travail, la répartition des jeunes dans la division du travail, la répartition dans une certaine hiérarchie des métiers, elle respecte la hiérarchie des formations dispensées par le système d'enseignement. Vous allez me dire, il y a des exceptions, évidemment, il y a des self-made men, il y a des youtubeuses, il y a des influenceuses qui se font X-argent, il y a des Kardashians qui n'ont pas fait doctorat, j'imagine, qui s'en sortent bien, mais c'est pas la vraie vie, quoi. Il y en a quelques-uns, quelques-unes, qui s'en sortent par ces voies-là. Ça a toujours été le cas. Mais massivement, la société ne fonctionne pas comme ça. Si vous avez des statistiques sur le temps d'attente, parce que le statut de la jeunesse aussi, c'est l'attente maintenant, quoi. C'est t'attends, stage d'attente. On attend, il y a l'idée d'attente. Le premier emploi, l'accès à un premier emploi est directement corrélé à un type de formation scolaire. Si vous n'avez pas de titre, vous attendez. Et pour beaucoup, si vous avez un titre scolaire assez élevé de master, le temps d'attente est moins important que si vous avez un titre inférieur. Maintenant, si vous êtes dans des métiers pour lesquels il y a des pénuries de main-d'œuvre, évidemment, vous allez trouver rapidement un travail. Mais si vous avez un diplôme de technicien supérieur, vous allez trouver plus facilement que si vous avez un diplôme de l'enseignement professionnel électricien. Pourquoi? Parce qu'il y a l'employeur préfère toujours prendre un profil identique, un jeune qui a une formation un peu plus élevée, quoi. Donc voilà pour l'école. Sur les politiques éducatives, il y a encore beaucoup à dire, hein, mais je pense que Noël Kersbeek reviendra sur la question de l'école et de l'enseignement. Et puis on peut ouvrir donc la deuxième section de ce chapitre, c'est l'émergence d'une justice protectionnelle. Comment la justice protectionnelle va-t-elle apparaître progressivement? Comment ce nouveau modèle de justice va émerger? Donc la semaine prochaine, avec Thierry Moreau, on reprendra avec ça. On vous présentera différents modèles de justice qu'on comparera et on commencera à approcher les régimes et les pratiques à l'égard des mineurs délinquants dans les IPPJ. Alors, un système de justice spécialisé pour les mineurs qu'on appelle la protection de la jeunesse, dont beaucoup d'entre vous ont déjà entendu parler, puisque j'ai face à moi une partie de juristes, et vous avez eu un cours de protection de la jeunesse, que ce soit avec Marc Premont, Thierry Moreau, je ne sais pas de quelle université vous provenez, mais donc, quand apparaît ce système? L'émergence de ce système, c'est à l'articulation entre le 19e et le 20e siècle. Entre la fin du 19e et le début du 20e siècle. Donc on va élaborer à l'époque une nouvelle politique de prise en charge par l'État d'un phénomène qu'on appelle la criminalité infantile. Donc c'est un phénomène qui va devenir important, qui va se retrouver inscrit, pas tout en haut, mais il va se retrouver inscrit à l'agenda politique. Et si on prend l'histoire de la Belgique,
la première balise, c'est 1889. 1889, c'est le dépôt du projet de loi sur la protection de l'enfance par le ministre de la Justice de l'époque qui s'appelle Jules Lejeune. Et Jules Lejeune est influencé par Adolphe Prince, que les criminologues connaissent. Adolphe Prince, qui est le père de la doctrine de la criminologue, de la défense sociale. Thomas. Je l'avais, mais voilà quoi. Donc, le père de la défense sociale, je vous expliquer en quelques mots après ou au cours prochain ce qu'il en est de cette doctrine. Donc, on va voir ici, donc après avoir observé la construction du sentiment de l'enfance, après avoir aperçu l'attribution d'un statut de jeunesse studieuse, il reste à voir l'invention d'une notion, du concept de justice des mineurs et de criminalité infantile, de délinquance juvénile. Donc, entre le 19e et le 20e siècle, c'est aussi une période où se mettent en place toutes les législations que je viens d'évoquer, début du 20e siècle, 1914. On est à une époque où on prend vraiment des décisions importantes. Alors, pour aboutir, donc le projet est déposé en 1889, et pour aboutir, il va prendre plus de 20 ans, quoi. Donc, la première loi de protection de l'enfance, elle date de 1912. Or, le dépôt du projet de loi est en 1889. Et donc, on a des débats qui vont durer plus de 20 ans et qui nous montrent comment deux concepts vont émerger. C'est le mineur délinquant, la criminalité infantile, et d'autre part, le mineur en danger, le mineur martyr, le mineur qui est victime de ses conditions de socialisation, d'éducation. Et donc, tout doucement, on a des débats en Belgique autour de cette réforme. Et ce qui est typique de l'époque, c'est qu'on a à la fois toute une série de sciences humaines qui voient le jour, parce que la psychologie, ça apparaît aussi à l'époque, la sociologie, la criminologie. Donc on a des grosses discussions, on a des congrès, des congrès pénitentiaires, des congrès de droit pénal, où tous les spécialistes débattent, débattent de qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait du discernement, est-ce que le jeune est responsable ou pas, quel est l'âge de la majorité pénale, dirait-on aujourd'hui, à partir de quand doit-on considérer qu'il est responsable. Donc on a toute une série de débats qui ne sont pas alimentés que par des juristes. Vous voyez pourquoi? Parce que d'autres acteurs arrivent sur la scène et discutent. Et toute une série de théories nous montrent que l'enfant est particulier. L'enfant est un être en évolution. L'enfant, on doit des travaux sociologiques aux États-Unis, notamment de l'école de Chicago, qui nous parlent des bandes de jeunes, etc. Comment les jeunes sont-ils socialisés? Autrement dit, la socialisation, socialiser, c'est faire entrer le dehors dedans, quoi. On grandit, et en même temps, on grandit sous l'influence de nos parents, puis on grandit sous l'influence des groupes de pairs, et on grandit sous l'influence de nos instituteurs, de nos maîtres, etc. Donc on fait rentrer le dehors dedans, et on interprète ce dehors, et on devient des personnes à part entière, quoi. On n'est pas juste des copies-collées de nos parents. Pourquoi? Parce que après la socialisation primaire, qui est celle qu'on a avec notre mère, notre père, nos frères et nos sœurs, on sort progressivement du cocon et on a d'autres sphères de socialisation. Donc on comprend comment... Là je vous parle de la sociologie, de théories classiques en sociologie. On pourrait parler aussi de la psychologie, des théories du développement de l'enfant en psychologie, de ses besoins, de ses pulsions, si on veut parler en psychanalyste. Et donc, émergent de ces débats, je vous disais, deux images de l'enfance. L'enfance malheureuse,
donc les enfants moralement abandonnés, les enfants martyrs, et d'autre part, les enfants dangereux, les enfants dits incorrigibles. On a toujours ces idées aujourd'hui entre le mineur en danger, le mineur qui est en situation éducative problématique, comme disent les Flamands, et d'autre part, les mineurs dits délinquants, avec dans des catégories comme les mineurs, les multirécidivistes ou les mineurs intraitables. Donc on est toujours avec ces deux faces de la jeunesse. Et donc c'est à partir de ces deux images, de ces nouvelles images qui s'élaborent progressivement, qu'on va avoir une nouvelle définition de la délinquance juvénile et des nouvelles définitions de l'enfance mise en danger. Et c'est à partir de ces images que va s'élaborer une nouvelle politique de prise en charge par l'État. L'État qui, au XIXe siècle, avait deux grandes balises en Belgique. C'est la loi de 1912 relative à la protection de l'enfance et la loi de 1965, dite loi de protection de la jeunesse. Vous voyez déjà le changement, quoi. Enfant, jeunesse. La jeunesse, là, dans les années 60, c'est les jeunes, déjà. Vous voyez, c'est les jeunes, c'est les ados, c'est les teenagers, c'est les toughers, quoi. Ils sont déjà là, ils sont... Vous voyez, quand on dit les toughers, on distingue ça des adultes. Les adultes, on ne dit jamais c'est un tougher, quoi. Donc, il y a des sous-cultures particulières qui apparaissent, mais qui n'existaient pas dans les années... En 1912. En 1912, on parle de la criminalité infantile, on parle on est toujours avec le vocable d'enfant, d'infants. Donc vous voyez qu'il y a des chaînes discursives, des discussions dans le monde scientifique. Les scientifiques, les spécialistes des sciences humaines, des sciences sociales, les psychiatres, etc., discutent avec les juristes, qui discutent aussi avec les politiques. Il y a des institutions qui se mettent en place, comme le tribunal de la jeunesse, des écoles, des centres d'observation des mineurs. Et pour observer les mineurs, il faut que se développent des outils qui sont apportés par la psychologie, des tests, etc., pour pouvoir mesurer certaines choses chez l'enfant, pour pouvoir mesurer le QI, pour pouvoir mesurer un stade de développement, pour voir si l'enfant peut être éducable ou pas. Il y a des critères comme l'éducabilité qui apparaissent à l'époque. Donc, des principes, des idéologies, des référentiels, des images, c'est la première chose. Partant de ces images, de ces principes, de ces idéologies, on a des traductions opérationnelles, des traductions technico-juridiques. On crée des lois, on crée des dispositifs. On crée des institutions particulières, spécialement dédiées aux mineurs, avec des spécialistes à l'intérieur, qui sont là pour rééduquer, pour redresser les jeunes. Et puis, le troisième élément, quand on réfléchit aux politiques publiques, à l'action publique, le troisième élément, c'est les pratiques d'acteurs. Les pratiques d'acteurs, les logiques d'action. Qu'est-ce qui se passe concrètement dans la boîte noire des interactions entre une abbesse dans un couvent spécialement dédié au redressement des jeunes filles et la jeune fille en elle-même. Qu'est-ce qu'il y a comme pratique, quoi? Là, on apprend qu'il n'existe pas de miroir, par exemple, pour que la fille ne puisse pas jouer avec sa féminité. Pourquoi? Parce qu'on est complètement, encore à l'époque, et on est toujours là pour beaucoup aujourd'hui, avec l'idée du contrôle de la sexualité et du corps des jeunes filles. C'est une continuité pour les jeunes filles, je dirais, dans les modèles de déviance de la jeune fille et les modèles d'intervention. On reste toujours très fort sur le contrôle de la moralité, le contrôle de la sexualité, le contrôle du corps des jeunes filles, avec toute une série d'interdictions, de paniques qui touchent au corps et qui touchent... Et donc, parmi ces micro-pratiques qu'on peut observer, des historiens, des spécialistes, il y a de plus en plus de travaux qui émergent de cette époque, au début du XXe siècle, par exemple, où il n'y a pas de miroir. Les jeunes filles ne peuvent pas se voir dans un miroir, avec des fonctions particulières. Je sais pas pourquoi je vous parlais de ça. Oui, parce que je vous disais, ayez toujours à l'idée, quand vous réfléchissez à
différents niveaux, quoi, quand on réfléchit à des politiques publiques, à ce qui se passe. Donc, il y a l'idée des référentiels, des images, de la vision de l'homme et de la femme à travers les discours. Et puis il y a les traductions juridiques, les dispositifs juridiques, opérationnels. Et puis on doit aller à les institutions, les dispositifs, et puis on doit aller voir à un niveau plus bas, sur le terrain, ce qui se passe, quoi. Et quand on fait de l'évaluation, qu'est-ce qu'on fait? On mesure les écarts entre les pratiques et les normes, quoi, entre ce qui se passe sur le terrain et ce que disent, si on veut examiner si, dans quelle mesure les IPPJ aujourd'hui respectent les droits des jeunes. On va faire une grosse enquête sur les IPPJ avec des critères. Et on va d'ailleurs vous en parler avec Thierry Moreau la semaine prochaine, parce qu'on a un peu... Il y a des choses qui nous chipotent un peu, ce qui se passe là. Donc, je vous l'ai dit, donc, avant cette époque, la criminalité des enfants ne se distinguait pas fondamentalement de celle des adultes et elle n'était pas définie comme particulière. Seul le traitement était quelque peu différent et atténué par l'excuse de minorité. Et comme vous le savez, beaucoup d'entre vous ont eu des cours de droit pénal. Ce qui était important dans le code pénal de 1810 et dans celui de 1867, c'est la question du discernement. On se questionnait, est-ce que le mineur est doté du discernement? C'est-à-dire de la capacité de comprendre qui fait le mal. Est-ce qu'il est réellement perverti ou est-ce qu'il est innocent, il ne se rend pas compte parce qu'il est jeune? Alors, si l'on considérait que le mineur avait agi avec discernement, et à l'époque, comment fait-on? Il n'y a pas de psychologue encore à l'époque, hein, je parle de 1810, 1867. Comment fait-on, quoi? Si on considérait qu'il avait agi avec discernement, il était jugé coupable, il était condamné et puni à une peine atténuée en fonction de son excuse de minorité. Si on considérait qu'il n'avait pas agi avec discernement, avec la capacité de la conscience de faire le mal, eh bien il était acquitté, mais il subissait une mesure de MDG, mise à la disposition du gouvernement, pour être confié à une école de correction. Donc, ils étaient irresponsables, considérés comme irresponsables, ils étaient acquittés, mais paradoxalement, ils étaient également punis, et souvent plus durement que les mineurs qui étaient condamnés. Pourquoi? Parce que condamnés, eux, à une mesure dite indéterminée. La mise à la disposition du gouvernement, c'est une mesure. Et la différence d'une peine, une peine c'est fixe, il y a une fourchette, et une mesure c'est à durée déterminée, à savoir le traitement se poursuit jusqu'au moment où le jeune va être guéri, au principe, enfin, guéri, redressé, quoi. Oui, on va prendre conscience qu'on lui a fait un reset, et le fantasme, hein. Ça, on lui fait genre, il y a un traitement. Et comment faisait-on, j'ai une ou l'autre anecdote de mémoire pour terminer le cours, parce qu'il est déjà 52. Comment faisait-on comment le juge faisait-il? Quel skills il avait pour déterminer sur le juge si le jeune ou non avait agi avec discernement? Adolphe Prinz nous donne un exemple. Le juge mettait 3 pommes sur une table, et à côté de la table, un petit tas avec des pièces. Et avec les pièces, on pouvait acheter beaucoup plus de pommes que les 3 pommes. Si le jeune prenait les pièces, on considérait qu'il était doté du discernement, parce que c'est un acteur rationnel qui faisait bien son calcul. S'il prenait les pommes, oui, bon, Prince fustigeait cette façon de faire, quoi. Vraiment. Bon, voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ce que j'ai raconté? Je peux continuer comme ça? Oui? Est-ce que vous allez mettre un plan? Oui, je vais le faire. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je vais mettre un plan précis. Et je vais le faire pour l'entièreté du cours d'introduction. Donc, dans les sections dans l'UV, j'ai demandé, j'en ai reçu 2 déjà. Je vais relancer mes collègues. Ouais. Oui. Par rapport à ce que vous avez dit sur l'école et le confinement, Ouais. et le rôle que l'école ne joue pas par rapport à la démocratisation, est-ce qu'on... Enfin, je sors peut-être un peu totalement du cadre, mais est-ce qu'on a une idée de ce qui se passe pour les enfants
en instruction en famille, qui sont généralement resociabilisés justement en groupe avec d'autres adultes. Est-ce qu'on a des comparaisons là-dessus Je dirais que pendant toute une période, les sphères aristocratiques étaient très méfiantes à l'égard de l'école. Ils ne mettaient pas leurs enfants à l'école. Pourquoi? Parce qu'ils estimaient que les valeurs qui étaient transmises par les profs, qui sont des personnes de classe moyenne, etc., ne correspondaient pas aux valeurs aristocratiques. Donc là, oui, on a des données, j'ai en tête une autre étude, mais sinon, des comparaisons, j'en ai pas vraiment en tête, quoi. Et c'est vrai que c'est une possibilité hein, d'étudier à la maison, ou je sais pas, on a des personnes qui sont en trip van life et qui font le tour du monde avec leurs enfants et qui enseignent dans le van à leurs enfants. Non, en tout cas, je pense que le bénéfice de l'école, c'est la socialisation, c'est l'entre-soi adolescent. On a besoin de ça. Et ça, on l'a vraiment aperçu à travers la période de confinement, quoi. C'est assez dramatique pour toute une série de jeunes. Et que ce soit des enfants ou jusqu'aux jeunes universitaires, quoi. Pourquoi? Parce que la vie universitaire, elle est faite de l'entre-soi et de la découverte. Et c'est une période de la vie par laquelle on doit passer pour être en bonne santé mentale. Et il y a pas mal d'études, des études canadiennes qui ont été faites dès les années 80, qui nous montrent clairement que l'amitié à l'adolescence, l'amitié c'est vraiment quelque chose de très important, quoi, dans l'émergence de l'être humain moderne. Et d'ailleurs, la période de l'adolescence, parce que là vous êtes tous sortis de l'adolescence, la période de l'adolescence c'est aussi la période de l'ancrage sur un territoire. On a souvent, quand on vous dit vous êtes d'où, c'est la période où vous avez passé votre adolescence qui est marquante dans une vie, et les amitiés d'adolescence, ça peut faire des écorchures très fortes dans une vie, ou faire des êtres humains plus ou moins bien épanouis. En tout cas, c'est un facteur de santé mentale important. Oui, pourquoi? Parce qu'on est fondamentalement des êtres sociaux et on a besoin des autres pour exister, et on existe à travers les autres. C'est-à-dire que toutes les théories de l'interactionnisme symbolique nous montrent que quand on fait des choix, et même des choix qu'on pense être des choix complètement individuels, ce sont des choix sociaux, quoi. Quand on pense comment s'habiller le matin devant sa garde-robe, on imagine les autres nous imaginant avec telle tenue, entrant dans un lieu où on pense, même si on dit moi je ne suis pas influençable, etc., la plupart de nos gestes sont conditionnés par les attentes, les regards des autres. C'est ça que les théories de la stigmatisation, le retour du stigmate et de l'étiquetage sont vraiment des théories importantes pour comprendre certains types de comportements, de fêlures chez l'être humain. Ouais. Pardon, j'ai encore une Non, vas-y. Est-ce que la question du concept de violence faite aux enfants a évolué en parallèle de l'émergence du concept d'enfant, ou c'est quand même encore venu après? Non, c'est venu après. Ça, je vous en parlerai dans le cours, parce que je vous dois encore ça. Vous avez vu lors de la séance inaugurale, je vous ai donné un petit échantillon à propos des violences éducatives ordinaires. Et j'ai construit un cours plus important que je vous donnerai, je pense, vendredi prochain après Madame Klein. Ouais. Et je reviendrai là-dessus. Enfin, vous reposez la question en ce moment-là, mais pas d'autres questions. Ouais.